ça vient pas à l'esprit de beaucoup de personnes de regarder une finale de handisport à la télévision. Enfin voilà, on n'en parle pas beaucoup. Mais quand tu regardes, tu t'y prends au jeu. Donc tu prends d'abord une claque. Tu prends une claque par rapport au patient que tu peux soigner en cabinet, qui fait du tir à l'arc, mais il n'a pas de bras Comment il fait? avec ses pieds. Mais il fait tout avec ses pieds. La plus grande leçon, c'est que rien n'est impossible. Et si ça n'est pas pour eux, ça l'est encore moins pour nous. Hey, salut à tous, je suis super heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Gabellini qui est kinésithérapeute du sport spécialisé dans le handisport. Du coup, aujourd'hui, ça va parler de la différence entre le sport pour valides et le handisport, du quotidien d'un kiné qui bosse dans le handisport de haut niveau, des leçons apprises en bossant dans ce type de spécialité et bien d'autres choses encore. Ah, et avant que l'épisode commence, petit rappel sur ce qu'est Entendons. C'est simplement un podcast que tu vas pouvoir retrouver sur différentes plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, même YouTube en format vidéo, et qui a pour but au final de te partager des échanges entre experts et expertes dans leur domaine sur des sujets divers et variés gravitant autour de la kiné, mais pas que. Mais sur ce, ne perdons pas une minute et place à l'épisode. Let's go! Et salut Fabien, écoute, merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous dans ce nouveau podcast Entendons, c'est un plaisir de t'accueillir. Voilà, avant de commencer, je propose que tu te présentes un petit peu pour que ceux ou celles qui nous écoutent te connaissent un petit peu mieux. D'accord. Eh bien, merci Augustin pour l'invitation, tout d'abord, et enchanté, un grand plaisir d'être là parmi vous et avec toi. Je vais faire une présentation, on va dire rapide, hein, parce qu'elle peut être longue. Donc moi, je suis Fabien Gabellini, j'ai 45 ans, donc moi je suis un kinésithérapeute encore, on va dire maintenant de la vieille génération ou d'une génération intermédiaire. Donc je suis diplômé depuis 2000 d'une école de kiné à Charleroi. Et je suis principalement kiné du sport, où je suis actif dans le sport de haut niveau, dans le sport professionnel, que ce soit en football, dans le club de la RAL, qui est maintenant en Challenger Pro League pour la saison prochaine. J'ai travaillé au Sporting de Charleroi, j'ai travaillé dans les équipes de jeunes de l'équipe nationale. Je travaille dans le tennis pro. Enfin voilà, depuis une grosse dizaine d'années, je fais plus que ça. Sinon, je suis kinésithérapeute libéral avec des formations en thérapie manuelle. J'ai fait un cursus d'acupuncture et d'équivalent doctorat en médecine chinoise. Et bon, toutes sortes de formations. Mais voilà, je suis intervenant, professeur invité à la Haute École Condorcet de Charleroi. Et je suis fondateur de l'organisme Kinéac Formation. Donc voilà, maintenant, depuis quelques années, je suis le head physio du Paralympic Team Belgium et de la Ligue handisport francophone. Et j'occupe mon travail parmi toutes ces activités. Voilà, Ok, donc présentation. ok, donc pas mal de choses à ton actif, quoi. Donc c'est cool. Tout à Et, fait. du coup, c'est hyper intéressant parce que forcément, on parle beaucoup de sport en général, mais peut-être un petit peu moins de handisport. Et du coup, tu es bien placé pour nous en parler aujourd'hui, je pense. La première question qui me vient, c'est au final, dans le terme handisport, qu'est-ce qu'on retrouve comme sport, en fait, concrètement? Eh bien, pour aller d'abord sur ta première partie de ta question, Mmh. euh, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup du handisport, où il est très méconnu, où il n'est pas assez médiatisé, donc ça on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Et puis qu'est-ce qu'on va te retrouver comme sport? On va retrouver un peu tous les sports classiques que l'on connaît, que ce soit en athlétisme, que ça aille du 100 mètres, du 200 mètres, du marathon, du triathlon, de la course en chaise ou en wheeler, on appelle ça le saut en longueur, et puis le tennis, et puis le sissy-foot, donc le football pour les malvoyants, le badminton, les sports de raquettes. En fait, on va retrouver tous les sports un peu classiques avec des adaptations, et on va aussi retrouver des sports très spécifiques ou handisports, par exemple comme la boccia ou le goalball, qui est voilà un genre de mélange de handball, football pour malvoyants, et voilà. Donc il y a des sports très spécifiques, mais on va retrouver tous les sports traditionnels adaptés, bien sûr. OK, OK. Et bah, forcément, un handicap n'est pas l'autre, et moi je me demandais aussi, mais comment se passe au final cette séparation, entre les différents handicaps dans les différents sports? Parce que j est-ce que vous avez une classification? Quelque chose qui vous permet de dire: «Cette personne a tel type de handicap, machin». Comment ça se passe à ce niveau-là, en fait? Comment vous faites? Alors tout à fait. Donc il y a des classifications qui sont un peu particulières parfois, parce que ce n'est pas toujours
équivalent, je vais dire. Donc, si tu veux, on va partir au jeu et il va avoir un 100 mètres en chaise avec des blessés. Alors, il y a des classifications spécifiques qui sont liées aux blessés médulaires, avec des tétraplégies, des choses comme ça, mais chaque cas est différent. C'est un peu le problème du handisport, c'est qu'on peut pas tous les mettre dans une même case et qu'il y a un peu de disparité. Alors, si tu voulais mettre un sportif classifié avec son propre handicap, il pourrait être toujours tout seul dans ce Ouais. qui arrive de temps en temps ou deux dans sa classification. S'il arrive au jeu, ben, il est d'ores et déjà médaillé d'or. Mais pour essayer ben, d'étoffer et aussi de médiatiser un peu plus, ben, ils essayent d'élargir un petit peu les groupes. Et de temps en temps, il y a des sportifs qui sont classifiés, ben, ils sont très bons dans leur discipline et dans leur classification. Et à côté de ça, ils ont quelqu'un qui pourra jamais atteindre les performances. Et je pense notamment au tennis où on fait para, par exemple, les quads. Les paras, c'est juste les membres inférieurs et les quads, c'est membres inférieurs et membres inférieurs, membres supérieurs. Et dans les paras, on peut retrouver un amputé et on peut Ok. retrouver un paraplégique relativement haut, relativement bas, qui pourra pas utiliser ses abdominaux. Et donc, par exemple, dans une force au service ou dans un retour ou dans des déplacements, même si ce qu'ils font est assez exceptionnel, ils pourront jamais atteindre le top niveau parce que ben, quand tu dois concourir avec un amputé, ben, il n'y a pas la même, voilà, il Ouais. n'y a pas la même force, il n'y a pas la même réaction. Et donc, c'est un peu compliqué avec notamment des plaintes. Hein, donc, tu peux avoir des protestes parce que un sportif n'est pas d'accord avec la classification d'un autre sportif qui peut lui prendre une place, qui peut lui prendre un record. Et donc, ça va dans des protestes et vraiment des cas particuliers où on doit aller en appel et donc ça remet une couche de stress en plus. Donc voilà, c'est un peu compliqué à uniformiser tout le monde dans un même groupe, quoi. Donc OK. voilà. OK, et donc ça, c'est une classification pour, on va dire, est-ce que tu as des classifications en fonction du sport aussi? Ou est-ce que c'est, Oui, ouais? bien sûr, chaque sport a sa classification spécifique parce que par exemple, tu vas avoir en athlétisme, tu peux avoir des courses pour malvoyants avec des guides, tu peux Mmh. avoir des gens en chaise, tu peux avoir des gens amputés avec des lames, voilà. Ouais, Et donc tu peux avoir une hémiplégie, voilà. Et donc je suis quasiment incapable de te sortir toutes les classifications, même si je suis spécialiste, mais ouais. en athlée, pour le 100 mètres, il peut y avoir 25 classifications différentes. Ah ouais, OK, Ouais, et toi, tu ouais, as un sport, on va dire de ouais, prédilection, ouais. dans l'un des sports? Oui, moi c'est le tennis. Je suis rentré OK. dans le tennis, mais notamment avec notre sportif, notre Andy, sportif du tennis très connu, Joachim Gérard. Je suis rentré avec lui. C'est le hasard qui a fait ça. Et puis je me suis intéressé à la discipline très fort. Et puis je me suis ouvert aussi aux autres disciplines. Et j'ai déjà accompagné pas mal de handisportifs, que ce soit du tir à l'arc, que ce soit de la natation ou de l'athlétisme principalement. Voilà. OK. Mais je n'ai jamais fait d'autres sports par contre, même si je les côtoie tous. Ouais, c'est ça. OK, Ouais. et c'est bien parce que tu as parlé du coup de sport de haut niveau. Qui dit sport de haut niveau, au final, dit, bah, recherche, de performance, et donc Mmh. aussi, beh, tout ce qui est préparation, prévention des blessures, suivi, et cetera. Au final, je me demande comment est-ce que ça se passe concrètement, le quotidien dans le handisport de haut niveau? Et est-ce que, si tu as un point de comparaison, est-ce que c'est similaire à ce qu'on retrouve au final dans le sport de haut niveau classique? Et si Mmh. pas, beh, qu'est-ce qui diverge un petit peu? Totalement. Donc en fait, pour moi, il y a absolument aucune différence. La OK, différence, elle est, aux yeux du grand public, hein, OK. elle est là. Et Mmh. sinon, dans la recherche de performance, c'est exactement la même chose. Donc si je vais parler purement du sportif et pas des kinés ou des staffs qui suivent, ils s'entraînent tous les jours, ils ont des charges de travail identiques, ils ont des recherches de performance identiques, ils ont des testings. Quand je dis identiques, concrètement c'est la même chose. Hein. Ils se font tester, ils essaient de trouver des trajets d'amélioration, comment performer, des préparateurs physiques, des entraîneurs, des stages, des Mmh. compétitions mondiales. Donc ça dépend. Allez, on a le circuit mondial en athlée, on a le circuit mondial en tennis, un peu, enfin dans tous les sports. Donc quelque part, c'est exactement la même chose.
Et aux yeux du grand public, mais pas. Ça a l'air d'être un peu du bricolage ou un petit peu, voilà, allez, vas-y que je te pousse un peu et plutôt du jeu qu'autre chose, mais vraiment pas. Beaucoup sont professionnels. Mhm. Euh, alors les plus grands, les meilleurs sont professionnels. Il y a des personnes qui sont des légendes dans leur pays aussi. Je pense notamment à un Shingo Kunieda qui est en fait le Federer, Djokovic Ok. et Andy Murray ou Nadal du handi-tennis, mais qui dans son pays est une vraie légende, par exemple avec sa gamme de vêtements. Enfin voilà. Donc Ok. ça dépend des pays, ça dépend des fédérations, ça dépend de l'argent à mettre, mais il y a des formes de visibilité beaucoup plus importantes dans certains pays que dans d'autres. Et concrètement, c'est exactement la même chose. Il y a juste une disparité dans les prize money, par exemple. Je vois le tennis, Ouais. où tu peux aller chercher quand même quelques dizaines de milliers d'euros sur un grand chelem, mais on n'est pas aux 2 millions d'euros d'une victoire finale, quoi. Mais Ouais. voilà. Ok. Donc Donc c'est c'est ouais. exactement la même chose. Ici, je reviens d'un stage en Turquie et il y avait des athlètes belges, des para-athlètes belges qui s'entraînaient, mais exactement de la même façon. Donc, Mhm. enfin de la même façon, avec leurs Ouais. déficiences, mais ce sont des programmes avec des récupérations, avec une charge d'entraînement le matin, une charge d'entraînement l'après-midi. Un jour c'est plus de la muscu, un jour et voilà. Et donc c'est toujours la même chose. OK. Donc et du coup, c'est au niveau de la rémunération et cetera, c'est quand même plus difficile d'en vivre, quand on est dans le Ouais, handisport que quand on est dans le oui, sport, sans oui. handicap, je suppose? Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est clair et net. Il Mmh. y en a qui en vivent, mais c'est beaucoup plus rare. Ça dépend aussi du sport, parce que il OK. y a les sports médiatisés, ceux qui sont passés c'est un peu comme enfin, quand je dis Ouais. chez nous, chez les Valides, mais effectivement, il y en a qui en vivent. Ils ont des statuts aussi de sportifs de haut niveau, comme on retrouve chez les valides avec l'ADEPS ou quoi. Et donc, ils ont des statuts et c'est la même chose. Ils reçoivent un salaire de l'ADEPS ou de G-Sport Vlaanderen et ils ont des objectifs à atteindre, comme faire des records du monde, être dans les 10 premiers mondiaux ou faire une médaille aux Jeux. Et Mmh. voilà, donc ça, il y en a pas mal qui rentrent dans les quotas de sportifs de haut niveau et puis dans les prize money, mais oui, c'est toujours la même chose. Mais il y en a quand même qui vivent de ça et qui sont sponsorisés aussi avec OK. pas mal avec de l'argent à la clé. Mais c'est toujours une question de visibilité, donc c'est toujours un peu moindre. Mais il y a un énorme mais. Pour la première fois, les athlètes belges médaillés à Paris recevront voilà, la même OK. prime que les médaillés valides. Ça, c'est Ah, une c'est chouette ça. énorme. Waouh! Ouais, ça, c'est vraiment top, ça. Donc voilà. OK. Et est-ce que la ferveur envers, certains sports est la même que pour les valides? C'est-à-dire, j'entends par là, beh, si on prend par exemple, le foot, pour les valides, Mmh. c'est un des sports les plus suivis, quand Mhm. si on compare par exemple ça au hand ou peut-être, à d'autres sports. Est-ce que, il y a aussi des sports dans le hand dans le handisport qui sont beaucoup plus suivis que d'autres? C'est quoi un peu les sports vedettes, s'il y en a? Hein. Après s'il y en a pas, voilà, mais Euh, les sports vedettes, ça reste l'athlétisme, la ouais, natation, je pense, et le tennis. Ah, ça, c'est à mes yeux. Alors ouais. après, peut-être que les handisportifs dans d'autres domaines n'auront pas le même, mais pour moi, à mes yeux, et le cyclisme aussi. Et en OK. fait, l'intérêt, il arrive quand on le voit. Mmh. C'est-à-dire qu'on va jamais le regarder, ça vient pas à l'esprit de beaucoup de personnes de regarder une finale de handisport à la télévision. Enfin voilà, on n'en parle pas beaucoup. Mais Mmh. quand tu regardes, tu t'y prends au jeu. Et quand tu es au jeu, par exemple aux Jeux paralympiques, on voit qu'au début c'est un peu compliqué, le monde a du mal à arriver. Et puis les jours avançant, il y a un engouement qui est le même, avec des stades qui sont combles ou quasi combles et des gens qui s'enflamment parce qu'ils voient les performances Mmh. et voilà, ça attire. Et donc on essaye mais par tous les moyens, et nous ici au comité paralympique, de diffuser un maximum via les réseaux, avec des campagnes publicitaires pour attirer un peu le regard des gens. Mmh. Et c'est vraiment ça. Mais les sports qui demandent un engouement, ouais, le tennis, l'athlé, parce qu'ils font ça dans des grands stades, Mmh. avec pas mal de public. Et la natation, c'est chouette aussi. Et le cyclisme, là, c'est comme le cyclisme. Donc, sur le bord de la route, je sais pas s'il y a des milliers de personnes, mais Ouais. voilà, ça demande un engouement, un sport où on performe très bien en Belgique, en fait, le cyclisme, le OK, handicyclisme, le paracyclisme. Ouais. OK. Et bah, là, forcément, on parle des ressemblances, des différences. Là, on a parlé au niveau plutôt du suivi, de cette recherche de performance, mais au final,
qu'est-ce qu'il en est si on parle de prise en charge? Toi qui prends en charge, ces athlètes-là, est-ce que c'est Mhm. différent? Est-ce que les moyens mis en place sont différents? Est-ce que les défis aussi sont un peu différents? Ouais, dis-moi un petit peu, Ouais. Alors, mais c'est marrant parce que c'est exactement la même chose en étant totalement différent. Et ça, c'est très difficile à expliquer. ouais. C'est-à-dire que le rôle d'un kiné, bon, d'abord, il y a des kinés qui suivent à l'année certains sportifs. Hein, ça se fait, ils vont dans leur centre, dans leur cabinet. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a le rôle du kiné en compétition, en stage, au jeu. Et là, quelque part, on fait de la récup principalement comme on fait Ouais. hein, comme on fait dans toutes les hein, dans tous les autres sports. Donc on est surtout là pour la récup, pour le post-effort ou même parfois l'activation avant effort. Donc à ce niveau-là, c'est très très semblable. Et puis ce qui est différent, c'est d'abord là, il y a un vrai impact du kiné, je trouve. Mmh. C'est-à-dire que pour pas mal de nos athlètes, ils ont besoin de kinésithérapie. C'est un besoin, c'est une nécessité par rapport à leur pathologie de base. Et là, il y a un vrai impact par rapport à la performance. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais si tu passes à côté des 3 séances de kiné ou des 2 séances de kiné sur la semaine pour travailler Mmh. un peu ta spasticité ou j'en sais rien. Donc là, moi, je pense qu'il y a un vrai impact sur la performance. Donc, pas un Mmh. travail pur de kiné, Ouais. un travail qui peut être totalement passif, il y a quand même un impact sur la performance qu'il n'y aurait peut-être pas dans le sport valide. Donc ça, c'est première chose. Euh, Autre chose aussi, c'est que c'est toujours un défi. Ouais. Chaque entraînement, chaque soin est un défi. Et donc, on peut participer, pareil, à des warm-up, à des prises en charge, de, je sais pas moi, activation gainage, activation musculaire, mais avec un handisportif ou un groupe de handisportifs, c'est un Ouais. défi parce qu'ils sont tous différents. Et donc, il y a toujours une recherche de comment adapter tout, les charges, les positions, Mmh. et donc, c'est quand tu dois tester, c'est la même chose. On fait des fois des campagnes de tests quand on est en stage pour identifier hein, les Mmh. faiblesses, les points à Ouais. travailler. Et c'est extrêmement compliqué parce que c'est compliqué, mais en même temps c'est génial parce que tu trouves toujours des autres choses, des adaptations. Donc, Mmh. j'ai envie de dire, le but final est le même, l'adaptation est différente, Ouais. totalement différente, parce qu'elle est vraiment au cas par cas. Alors, moi qui travaille dans le sport valide tous les jours, le cas par cas, on va dire, oui, l'individualisation, c'est super important, mais je peux vraiment garantir que l'individualisation chez des handisportifs, c'est pas important, c'est capital, avec un Ouais. vrai aspect kiné. Et on peut ne pas être un kiné du sport, par exemple, spécialiste de la charge de travail ou de la charge des entraînements ou de la récup, pour faire du bon boulot. Donc, on essaie de communiquer un maximum avec les kinés qui prennent en charge à l'année les Mmh. athlètes pour savoir ce qu'ils font avec eux. Parce que sinon, si on se retrouve 3 semaines à l'étranger avec un sportif, ben, on essaie d'avoir une continuité des soins aussi. Et Ouais. donc, voilà, parce que sinon, c'est un biais à la performance, quoi. Ouais, c'est ça. Mais et du coup, au niveau des blessures, que tu peux «recenser» entre guillemets avec tes athlètes, est-ce que pour un même sport, le type de blessure peut différer? Par exemple, entre un athlète, si on prend par exemple le tennis, qui est quelque chose Mm. dans lequel tu baignes un peu plus, Ouais. ou est-ce que c'est les plus ou moins on retrouve la même chose, On au final? retrouvera la même chose. OK. On va retrouver quasiment la même chose. Ce sont toujours des pathologies hein, de surutilisation, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Et si tu es dans du sprint avec quelqu'un qui court avec une lame, par exemple, eh bien, bah, il sera exposé à la lésion des disques jambiers aussi. C'est un peu la même chose. Après, on doit bricoler parfois avec des bobos d'adaptation par rapport au déplacement, mais je vais dire que c'est quelque chose qu'ils ont construit. Donc, le déplacement en chaise, je parle aux sportifs qui se déplacent en chaise. Mmh. Oui, quelquefois, ils vont souffrir peut-être un peu plus de l'épaule, fin des membres supérieurs dans les déplacements, mais c'est quelque chose aussi qu'ils construisent dans leur vie quotidienne et donc ils sont, je vais dire, sont surentraînés par rapport à ça. Et Ouais. rares sont, voilà, les plaintes d'une tendinopathie, je sais pas moi, de la coiffe par exemple, chez quelqu'un qui est en chaise parce que voilà, c'est son quotidien. Et il va avoir un moment une surutilisation, comme si on surutilisait en temps de valide, je sais pas moi, au service Ouais. ou sur voilà. Donc les pathologies, elles sont relativement les mêmes. C'est les pathologies du sportif, c'est les pathologies de surentraînement, de surutilisation. C'est exactement la même chose. OK et Mais ouais, dis-moi?
Ouais, ça diffère aussi forcément en fonction du sport, mais ça c'est comme dans le sport valide, quoi. Ouais, Mais c'est ça. voilà, tu vois, on va pas retrouver de lésion des disques jambiers chez un joueur, Ouais, mais voilà, on va pas retrouver d'entorse non plus de ouais. cheville, mais je vais dire les autres pathologies courantes qu'on va retrouver dans les sports de raquette, dans les sports de lancer, dans les sports de course, ce seront un peu les mêmes, ouais, tout à fait. OK. Et si par exemple quelqu'un, qui n'est un ou une kiné qui nous écoute, aurait envie de se lancer, dans le handisport et cetera, par quelle porte au final tu conseilles d'entrer? Bon après, tu vas me dire ça dépend un petit peu peut-être aussi du pays, et cetera, mais, voilà, est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que voilà, comment toi au final, tu y es entré déjà et comment tu Ouais. conseilles, de Alors, de rentrer? moi, j'y suis entré simplement avec une demande. Donc, à Mmh. l'époque, c'était ma première partie de vie. J'étais dans l'orthotrauma pur et en libéral. Et en fait, je m'étais écarté de mon but premier, le sport. Et puis, après une dizaine d'années, je me suis remis en question parce que je me dis, mais en fait, je m'écarte totalement de la raison pour laquelle j'ai fait la kiné. Et je me suis remis dans le sport et je suis parti, j'étais engagé au Qatar, chez Aspetar, et puis, enfin, j'ai pas honoré le contrat, enfin, soit, c'est toute une histoire. Ouais. Mais de là, un an du sport, et puis t'es dans le sport, et on cherche, voilà, un médecin du sport me dit, tiens, je suis médecin à la Ligue Handisport, est-ce que ça t'intéresse d'entrer? Je dis, ben oui, bien sûr, avec plaisir. Puis OK. moi j'aime bien un peu les défis. Mmh. Et en fait, comment ça se passe? C'est un peu différent, parce qu'on fait régulièrement des choses avec les Team Belgium maintenant, enfin régulièrement, ça fait 2 ans qu'on fait des stages communs et qu'on voilà, on mélange un petit peu les sportifs belges valides et non valides. Et là, c'est un peu différent. Chez nous, c'est, beh, tu rentres, tu envoies une candidature. Moi, je suis responsable de la Ligue handisport kiné, je parle bien. Et mais souvent, la directrice sportive ou générale reçoit un CV, ou moi je reçois et on me le remet. En fait, on crée un pôle de kiné, quoi. Donc, on essaye d'en avoir un maximum, en sachant qu'on va en perdre vraiment beaucoup, pour 2 raisons. La raison numéro un, c'est que quand tu rentres dans ce pôle de kiné, tu fais partie d'un pôle, et ce n'est pas spécialement pour ça que tu es appelé en compétition. Donc, il faut savoir que dans le handisport, c'est surtout les stages et les compétitions mondiales, mais il y en a toute l'année qui sont, voilà, qu'on dessert aux différents kinés. Et il y a des titulaires. Par exemple, moi, je suis titulaire, je suis devenu titulaire comme ça du tennis parce que, ben, comment ça se passe? Il manque le kiné titulaire du tennis, on envoie la candidature dans le pôle en disant, ben voilà, Mmh. on n'a pas de kiné pour la compétition mondiale de natation, championnat du monde la semaine prochaine. On envoie dans le pôle de kiné dit, ok, le premier qui répond. Ouais. Et voilà, et il va. Et puis, ça se passe avec est-ce que ça s'est bien passé? Et comme partout, il y a des questionnaires d'évaluation et tout ça. Et si ça se passe bien, ben, tu es susceptible d'être appelé. Donc, quelque part, hop, tu as mis un pied dans la Dans short list, on va dire comme ça, et on tourne à une short list en Wallonie, à la Ligue handisport, je vais dire, de 8-9 kinés, avec peut-être une trentaine qui sont dans le pôle. Et en Flandre, ça doit être un peu la même chose. OK. Et donc, il y en a beaucoup qui nous quittent parce que ils sont frustrés de jamais partir en compétition, et c'est tout à fait compréhensible. Il n'y a pas de formation spécifique, alors on organise des réunions, des petits congrès entre nous, des petites réunions médicales, mais ça s'épuise un peu vite, et ça on le comprend bien. Donc Ouais. voilà un peu la voie, mais un CV, des gens qui ont un vrai intérêt pour l'handisport, parce que maintenant de plus en plus, par exemple, je crois qu'à l'UCL, l'ULG, ils ont vraiment des grosses journées Mmh. entières dédiées à ça. Nous, chez nous, au Condorcet, je sais que la Ligue handisport vient faire des journées d'initiation, et donc il y en a toujours bien un ou deux voilà, qui veulent ça. Et puis Ouais. la carotte, ce sont les jeux, et donc les gens pensent que c'est très facile de rentrer au jeu, que c'est beaucoup plus facile d'entrer au jeu par la voie handisport que par la voie Team Belgium classique, ce qui n'est absolument pas vrai. Et Mmh. donc voilà, c'est même, je ne sais pas si c'est plus difficile, mais c'est tout autant difficile en tout cas. Donc Ouais, voilà. ça demande le même taux d'investissement, Ouais. quoi. Il faut pas croire que Ça, c'est la porte facile, et non, il y en a pas. Et alors, enfin, moi, ça fait quelques années que je suis responsable maintenant. Je dirais à la Ligue handisport, ça doit être depuis 2017-18, mais on a professionnalisé vraiment très très fort. Donc au début, c'était assez amateur. On est content d'avoir un kiné. Donc voilà, c'était bien. Mmh. Et puis on est un petit groupe là, je vais dire,
petit groupe qui est toujours un peu là. On s'est dit non, mais il faut professionnaliser. On se retrouvait parfois dans des compétitions sans vouloir manquer de respect aux kinés mais qui n'avaient aucune idée de la kiné du sport et de la charge, par exemple, ou même de thérapie manuelle, quoi. Et Ok. donc, je dis pas que c'est un fondamental, mais il y a un moment, tu es avec des sportifs de haut niveau Mhm. et donc, on a commencé aussi à trier un peu les CV. On a commencé à faire des petits entretiens quand on a Mhm. des demandes. Puis on se dit, OK, là, on a un profil qui nous intéresse, on prend. Et puis, ça fait des années, et là, maintenant, c'est assez nouveau. On a des plateformes maintenant, comme Panega. On travaille avec Panega Ok. pour voilà, mettre tous nos tests, tous les suivis, que ce soit performance ou médicaux. Donc il y a vraiment une professionnalisation euh, du handisport en Belgique depuis maintenant 5-6 ans et Mhm. on avance lentement mais sûrement. Ouais. Ok. Et Panega, c'est quoi? C'est une plateforme où vous mettez tous vos bilans, ou enfin où tous vos Oui, testings, c'est ça? c'est ça, ce sont des plateformes de suivi, que ce soit tant au niveau performance sportive qu'au niveau médical, ou Mhm. allez, je sais pas, qu'est-ce qui est l'équivalent de ça? Je sais pas. Et donc tu peux rentrer Ouais. tous tes screenings et tu ouvres la plateforme à des personnes qui peuvent voir, à tout le monde, à personne, au coach, à Mhm. l'athlète, et toi tu peux avoir un suivi. Donc ça veut dire que tu te connectes et puis tu vois que tu vas partir en stage avec 3 nageurs que tu as plus vus depuis un an et tu Mhm. as tout le suivi médical derrière avec les blessures, avec si on a fait des testings ISO ou des testings, je sais pas moi, de force classique, eh bien tu peux les intégrer dedans et donc tu as un meilleur suivi et nous, moi je trie un petit peu tout ça et voilà, et alors ça facilite la communication entre les intervenants, que ce soit les médecins, les kinés, les infis, s'il y en a. Euh, Ok. Ah, mais donc c'est ça se donc ouais. professionnalise très fort. Parce qu'avant on arrivait et c'était un peu, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? Et voilà, j'ai autant de Ouais. blessures. Enfin, ouais. Et Ouais. Ok, donc c'est une ça va grande dans la bonne avancée. direction, quoi. Ça va vraiment C'est dans en la train bonne de. direction. Ouais, Bah, je tout pense que à c'est fait. nécessaire, hein, parce que quand on voit déjà maintenant tous les moyens qu'on peut mettre en place, que ce soit avec l'intelligence artificielle, tout ce qui est Mm. logiciel, etc. Je pense que c'est hyper important pour que Ouais, quelque chose perdure comme ça de façon pérenne, ben, tout à fait. de juste suivre aussi la technologie, et je pense que ça, c'est une Ouais, tout grosse à fait. partie importante. Et C'est de la ouais, performance de haut niveau, donc c'est fondamental en fait. ouais, c'est ça. C'est laisser le moins de hasard possible à la performance. Voilà, tout Mhm. simplement. C'est joliment dit. Ouais. Et, Ouais, c'est mon quotidien, je ne fais que ça de la journée. Je et, l'embellis un peu. et du coup, je sens beaucoup de passion pour ton métier et je trouve ça vraiment génial. Au final, qu'est-ce qui, toi, te plaît le plus? Qu'est-ce que tu apprécies le plus, peut-être spécifiquement dans cette partie de ton métier qui est le handisport? Peut-être Mm, même comparé à la prise en charge d'athlètes, on va dire, valides. mm, Voilà, qu'est-ce qui te plaît au final? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as encore cette dévotion pour cette ouais. partie du métier? Là, tu peux rajouter 1 heure à ton podcast. Non, moi, c'était une claque. C'était une vraie claque. Et toutes les personnes qui entrent, c'est une claque. C'est d'abord, euh, allez, une histoire de vie. C'est vraiment, tu prends une claque, en fait. Ça, c'est déjà numéro un. Et moi, je rentrais, ok, je faisais du sportif à l'époque, mais mon entrée dans le sport de haut niveau a été valide ou non valide, a été un peu faite en même temps. Donc, je ne l'ai pas intégré avant vraiment le sport de haut niveau avant ça. Et donc, tu prends d'abord une claque. Tu prends une claque par rapport aux patients que tu peux soigner en cabinet, Mmh. par rapport aux plaintes. Et là, tu as affaire à des gens qui donnent une leçon, quoi. Donc, en fait, quand tu les vois, jamais, hein, ils n'occultent pas le handicap, mais ça fait partie intégrante de leur vie. Donc, ils ne s'en plaignent jamais. Et que Mmh. du contraire, ils vont te dire, moi, dans mon accident, je suis tétraplégique, mais j'ai eu la chance de garder l'extension de mon poignet gauche. Et grâce à cette extension, je peux faire du handbike et je peux faire du sport. Donc déjà, ça, c'est une leçon de vie, mais quelque chose d'incroyable. Donc ça, Mmh. déjà, euh, personnellement, tu prends une claque. Et puis, deuxièmement, tu le transposes à tes patients Mmh. mais de tous les jours, hein, monsieur, madame, tout le monde dans ton cabinet ou à ton sportif, je vais dire très amateur ou très récréatif, avec ses plaintes, et ça permet de relativiser.
Donc, ça Ouais. ne veut pas dire de relativiser, de dire à nos patients, écoute, t'as rien, ne te plains pas, mais ça permet vraiment de relativiser. Et par exemple, un jour, donc voilà, quand on parle d'optimisme, moi je prends allez, la technique du coureur, le peace and love, l'optimisme. Et quand tu parles d'optimisme, tu peux l'amener intelligemment et gentiment à un patient. Et puis quand ils savent en plus que toi tu pars au jeu avec des handiathlètes, déjà ça les calme un petit peu, ils raisonnent Mhm. un peu plus. Et quand ils envoient des handiathlètes, là ça leur met une claque aussi. Et je pense notamment un jour dans mon cabinet où j'ai peut-être la personne la plus incroyable au monde ou une des personnes les plus incroyables au monde qui est un de nos handiathlètes qui n'a pas de bras et qui fait du tir à l'arc, il s'appelle Piotr. Ok. Et il a une grande jambe et une petite en plus, et il conduit et fait 98% des activités de la vie quotidienne sans ses bras. Et donc, tu lui Ouais. demandes, monte sur la table, qui fait 1,20 m, et retire ton t-shirt. Et il monte sur la table, il retire son t-shirt. Et donc, une fois, il vient au cabinet, et ben, le regard des gens, déjà, Mhm. enfin, il regardait, mais c'est plutôt intriguant et pas dénigrant. Et puis, ben, la séance d'après, les patients me disent, écoutez, je suis rentré chez moi, je m'en suis voulu de me plaindre pour ma petite tendinopathie du moyen fessier, où ça me pourrit la vie, et voilà, et il dit, quand je vois ça, je prends une claque. Donc, ce que ça m'apporte, c'est déjà ça, c'est une relativité, et certaine relativité par rapport à toute situation. Mhm. Par rapport à une situation de handicap. Alors, je fais parfois quelques conférences avec ça, et une des premières choses que je dis, c'est en fait, on fait ça pour promouvoir le handisport. C'est toujours comme ça, et pour sensibiliser les gens. Et je me suis toujours dit après ça, j'ai 2 enfants, j'ai 2 grands enfants, et je leur souhaite le meilleur et de jamais avoir de soucis de santé ou de handicap. Mais quand tu connais ce milieu, tu te dis, si ça arrive à moi ou si ça arrive à un de mes enfants, tu sais qu'il y a une vie derrière ça. Ouais. Et, donc, tu dis, imaginez, il arrive demain, votre enfant a un accident de la route euh, vraiment très important. Il se retrouve paraplégique, tétraplégique, mais c'est le drame dans une famille, c'est logique, c'est Ouais. le drame. Mais en fait, c'est un drame, et tu sais qu'il y a une vie derrière, et que si tu es un peu proactif, tu vas. Il y a beaucoup de handisportifs qui disent, si j'avais pas eu mon handicap, Mhm. jamais j'aurais connu cette vie. Ouais. J'ai la Ouais. chance de vivre une vie de star, d'être médiatisé au travers de mon handicap. Euh, bon, Mhm. il faut se calmer, parce que par exemple, dans certains pays, il y en a qui se créent un handicap pour ramener de l'argent. Enfin, ça arrive. On Ah va ouais. pas rentrer dans des débats. Ça arrive. Mais donc voilà. Donc on relativise beaucoup. Et puis Mhm. moi, ça a été une force dans le sport valide de haut niveau, parce Mhm. que moi je travaille principalement dans le football, et on connaît nos joueurs de football qui, pour un oui ou pour un non, ont essayé de skipper l'entraînement, et donc ça permet d'avoir une certaine assurance, mais par rapport déjà à certaines plaintes, Mhm. certaines petites lésions, ou d'avoir un discours, je vais dire pas rassurant, mais un discours plutôt directif avec certains sportifs, en disant, écoute, tu peux Ouais. montrer une petite vidéo, regarde ce qui se passe ailleurs, et ces gens-là, ils se plaignent pas, quoi, ils bossent, quoi, tu vois. Ouais. Et Mhm. donc voilà, et je pense que c'est une vraie force. Et alors on a eu un stage, donc le premier stage l'année passée à Bellex pour la préparation des Jeux avec le Team Belgium, donc les valides. Et c'était la première fois que c'était commun. Et en fait, nous, on est toujours un peu, enfin, nous, les sportifs, sont toujours un peu plus impressionnés de voir des athlètes valides. Ils vont voir des grands athlètes connus. Et en débriefing de ça, on arrive à moi et je dis, mais en fait, je pense que c'est eux qui ont appris tout. Nous, on n'a plus rien. Quand je dis on n'a plus rien à apprendre d'eux, c'est pas vrai. C'est tellement connu, valide. Enfin, on Mhm. le voit tout le temps que eux, ils ont vraiment à apprendre. Ouais. Je pense que ceux qui se prennent une claque, ce sont eux. Et je pense que ça peut même les surmotiver à se dépasser. Donc voilà un peu ce que moi, ça m'a apporté. C'est une remise en question. C'est aussi pouvoir vraiment faire la part des choses, une vraie motivation, prendre une claque, savoir que la vie, elle continue toujours avec pas mal de Mhm. choses, et dans la bonne humeur et dans la joie et dans la performance avec beaucoup d'objectifs. Et je pense que ça rend un kinésithérapeute toujours meilleur, peut-être pas en pratique, mais en tout Mhm. cas dans sa façon d'aborder ses patients, ses sportifs. Pour moi, Mhm. voilà, Ouais. c'est une belle histoire. Ouais, donc en fait, ça aide aussi de travailler dans ce type de milieu,
ouais, de comprendre peut-être mieux aussi au final le handicap et de pas en avoir peur, mais plutôt Tout à fait. c'est plutôt rassurant parce que pour le même prix, on pourrait se dire, ça pourrait faire peur de se dire: «Waouh, on voit quand même des choses, pas toujours Mmh. évidentes, des peut-être sûrement des gros handicaps». Mais du coup, c'est chouette d'entendre que au final, toi, tu n'en tires vraiment que du positif et que ça t'aide même dans ta vie personnelle au final, Oui, ou tout en tout à cas fait. dans ton développement personnel, quoi. Mmh. Tout à Et fait. ouais. Et aussi, c'est souvent une question qu'on nous pose parce que au même titre, que, allez, on va dire, les handisportifs, c'est un peu, enfin, je suis un peu susceptible sur la question, mais quand on parle avec des sportifs ou quand on parle avec d'autres kinés, tu vas aux Jeux paralympiques, style, ouais, c'est les petits jeux, quoi, tu vois, Ouais. c'est le truc un peu là-bas pour les Mmh. personnes un peu différentes. Mais ça, et parfois l'attitude de certains, même médecins ou certains kinés qui arrivent quand on est comme ça, un peu, qui bombent un peu du torse parce que eux sont avec les athlètes de telle discipline et que c'est un peu, voilà, c'est un peu bankable comme ça. Et donc on me dit ça et bon, moi j'ai aucun souci avec ça du tout personnellement. Mais après je me pose la question si demain j'ai le choix. J'ai Mmh. vraiment le choix entre Ouais. le handisport ou le sport valide à ce niveau-là. Je pars toujours avec les handisportifs, mais toujours, Ouais. Ouais. toujours. Ouais. D'abord, c'est aussi, c'est plus une famille, c'est plus petit aussi, on est bien d'accord. On va partir avec une trentaine Ouais. d'athlètes, on part pas avec 150 athlètes qu'on connaît pas, on se Ouais. connaît tous en fait, hein, et on fait une période de jeu complète ensemble. Alors que si tu Mmh. pars au jeu, ben, tu viens faire ta compète, puis tu pars, tu vas faire une autre compète ailleurs, et voilà. Ouais. Et, et puis, oh non, j'ai beaucoup plus de plaisir, c'est clair. Et on a beaucoup plus aussi, même si je pense qu'aujourd'hui, dans l'éducation des sportifs, voilà, je veux dire, du sportif valide, il y a avec les écoles, avec les écoles de sport et puis les centres de formation, il y a euh, une vraie éducation qui est faite Mmh. avec une reconnaissance, mais la reconnaissance d'un sportif, c'est encore autre chose. Ouais. Tu C'est sens que c'est vraiment encore autre plus de chose. gratitude et encore Ouais, plus ouais, de ouais, ouais, c'est encore autre chose. Les liens sont autres. C'est voilà parce que il y a une autre connaissance où souvent avec des sportifs, ben, le kiné est là pour voilà, bien, j'ai besoin d'un petit soin à mmh 23 heures, ça me fera du bien, j'arrive pas à dormir. Là, du sportif, c'est beaucoup plus à ce niveau-là beaucoup plus proactif, j'ai envie de dire, et beaucoup plus reconnaissant et beaucoup moins capricieux. Ça, c'est une OK. certitude. Ça, c'est et sûr. et je me demandais ici, je sais pas si tu sauras me dire ça comme ça, mais donc il y a les degrés de handicap. Avec quel est Mm, au final le handicap que tu as rencontré qui est le plus sévère, mm, avec lequel pourtant un joueur ou une joueuse, faisait en fait du sport de haut niveau? mm, Voilà, où je veux dire par là aussi, c'est ce handicap qui est tellement sévère où on se dirait: «Mais en fait, il ou elle, c'est impossible de faire du sport avec un handicap mm. comme ça». Est-ce que tu en aurais un comme ça, Oui, en oui, tête oui. ou un cas, J'en ai vraiment beaucoup, mais ouais, j'en ai un et il s'appelle Piotr Van Montagu. ouais, C'est un archer, donc c'est lui que je te disais, donc il ouais. fait du tir à l'arc, mais il n'a pas de bras Comment il fait? et avec ses pieds. Waouh! OK, Mais il fait tout avec ses pieds. Mais quand je dis tout, c'est tout, hein. Donc il n'a que ses deux pieds et encore ses jambes ne sont pas symétriques au niveau longueur et au niveau volume aussi. Donc d'accord. tu oses imaginer, il fait tout. Donc il fait toutes les activités de la vie journalière déjà, sans aucune aide, hein, je le dis. Donc c'est sans aide. Et il peut venir à mon cabinet en voiture, voilà, et retirer sa ceinture. Il va revisser les petites vis de son arc avec ses pieds. Il va t'envoyer un SMS avec ses pieds. Mais surtout, il fait du tir à l'arc. Et là où tu te prends une claque, c'est que il était à se passer en stage en Turquie. Et il y avait je sais pas si on dit une archer ou une archère, je sais pas, au Ouais, féminin, un archer au féminin, je pense autrichienne. Et bon, elle tirait un peu plus loin, je pense qu'elle tirait un petit 10 mètres plus loin, mais ça tombe dans la cible, ça tombe dans le jaune, hein, ça tombe au centre. Et il fait des compétitions nationales avec des valides. Et là où ça devient complètement, hein, donc il concourt avec des valides, lui avec ses pieds.
Et là où ça devient encore en plus malsain, c'est quand il y a de la performance et quand il y a un titre au bout, c'est qu'on a porté plainte parce que contre lui, des valides, hein, je parle bien des valides, ont porté plainte parce qu'il faut un plastron spécifique et que son plastron, normalement, il doit faire un hémicorps et que lui, il prenait une plus grosse partie de son corps, de son tronc. OK. Et on a porté plainte. Donc c'est pour te dire un petit peu, Ouais. il a changé son plastron, il met toujours ses flèches dans le jaune Donc c'est pas le sur plastron, la quoi. voilà, tout simplement. Et ça, moi, pour moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué. OK. Et pour la petite histoire, je l'ai dit tout à l'heure, moi, la première fois que je l'ai vu, c'est à l'INSEP à Paris en stage. Et il vient faire des soins, donc on a sur notre porte médicale, on a notre agenda et notre petit, il s'inscrit. Déjà, il s'inscrit avec ses pieds, déjà c'est génial. Enfin, il Ouais. prend le bic et il écrit, quoi. Et c'est celui qui écrit peut-être le mieux. Ah ouais. Et donc, il arrive à l'heure de son rendez-vous. Je termine un soir avec un autre sportif et moi, par habitude, je vais me laver les mains. Je suis dos à lui. Je lui dis, tu peux monter sur la table, Piotr, et retirer ton t-shirt. Et en me lavant les mains, je me dis, écoute, Merde. Fabien, tu dois faire une bourre. Je deviens tout rouge en disant, mais qu'est-ce que tu dis là? Parce que souvent, on fait des Ouais. grosses bourres au début, Ouais, hein, même ouais, après, mais ils ont un humour et voilà, ils ont un sens de ouais. la dérision terrible. Et quand je me suis retourné, il était allongé sur la table sans son t-shirt. Et c'est lui qui l'avait fait, mais quand tu n'as jamais vu ça, mais même quand tu connais, parce qu'à Ouais. l'époque, ça faisait déjà quelques années. Et donc, non, non, il y a des personnes extraordinaires, mais ils le sont tous, en fait. Ils le sont Mmh. tous. Mais ça, c'est celui qui est le plus marquant à mes yeux. OK, Voilà. et ça va peut-être rejoindre un petit peu ça, mais au final, c'est quoi la plus grande leçon, que tu as apprise au cours de ta carrière en tout cas actuellement dans le handisport? La plus grande leçon, c'est que rien n'est impossible. Et si Mmh. ça n'est pas pour eux, ça l'est encore moins pour nous. C'est vraiment une Mmh. leçon, c'est tout est possible, en fait. C'est Ouais, tout est possible. ouais, le Et corps peut tout est s'adapter, possible. magnifiquement bien, quoi, quand Le corps s'adapte et oui, c'est la leçon, c'est que, ouais, c'est mmh, vraiment ça. La première chose qui me vient à l'idée, mais c'est ouais, ça, tout est ouais. possible. Quand tu les vois, ben, tu te dis, ok, tout est Mmh. possible et arrête de te plaindre avec ton petit mal de dos ou ton truc et bouge-toi parce que à côté là, voilà. Mmh. Et l'autre leçon, c'est ils sont 100% autonomes, à part peut-être quelquefois ça arrive, tu vas au buffet, le buffet est un peu trop haut pour un athlète, Ouais. et bon, ben, il est là, il regarde ce qu'il y a, on lui sert une assiette, mais ça, ce genre de situation, c'est même quasiment, ça n'arrive que très rarement. Ils font Ouais. 100% de leurs activités, c'est impressionnant. Donc rien n'est impossible, en fait. Et ben, Mais là, ça. c'est beau. Et puis surtout que c'est quelque chose qui est applicable après, comme je dis, pour tout à chacun, quoi. Je veux dire, c'est des Mais leçons bien qui sûr, sont transférables bien sûr. dans tous les domaines d'activité aussi, et donc OK, et ici pour, un petit peu terminer le podcast, j'aime bien poser, toujours un petit peu la même question. Mm. Ce serait quelles seraient, au final, les 3 personnes, ça peut être 3 personnes, 3 formations, 3 livres, 3 ressources, Ouais. qui t'ont le plus marqué, qui ont le plus modifié peut-être ta pratique, ou qui ont le plus eu d'influence sur ton métier et comment tu le fais? Donc en fait, ta pratique, en fait. Mm. Donc Ouais. Euh, alors, je pourrais en citer 20 parce que moi, j'ai l'âge qui avance un petit peu, donc on a des mentors à ouais. toutes les périodes. Je vais retirer mes mentors de quand j'étais gamin, ou mes parents, mon éducation de base, quelques entraîneurs que j'ai eus à l'époque. Le premier qui me vient, c'est un collègue qui s'appelle Jean-Marie Spreut. En fait, la pratique. J'ai pas de mentor en pratique. Mmh. Je me la suis créée à travers des formations, à travers de toutes sortes de choses. Mais c'est plutôt des personnes qui m'ont inspiré. Et donc, le premier, c'est Jean-Marie. Il s'appelle Jean-Marie Spreut. Il est pensionné aujourd'hui. Et Mmh. c'était un passionné de la kinésithérapie, quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui m'a donné le goût, en fait, à la lecture d'articles. À l'époque, on parlait pas trop d'articles, mais on Mmh. potassait des bouquins Ouais. à pousser un peu sur l'isocinétisme. En fait, on était un peu tous des autodidactes à l'époque parce qu'on était dans une ère différente de la kiné, beaucoup moins scientifique, mais Mmh. on essayait de la rendre à notre façon et lui était un vrai moteur.
Et il me disait, bon, ok, donne-moi un sujet. Je lui donnais un sujet, je sais pas, sur la stabilométrie. Il me disait, dans 3 jours, je te fais un exposé. Et lui, il m'a vraiment marqué. Donc, il m'a déjà Mhm. donné le goût à la motivation, à ça. La deuxième, donc c'est un passionné. Le deuxième, c'est Francis Lenders. C'était mon formateur, professeur d'acupuncture, médecine chinoise, qui a bouleversé d'abord, lui, il a bouleversé ma pratique et mon raisonnement. Mhm. Et pareil, c'était un passionné. Enfin voilà, c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement inspirant, toujours positif, toujours aller de l'avant. Et la dernière, j'en ai deux. Alors, j'ai vraiment quelqu'un qui m'a boosté dans le sport de haut niveau, comme ça, c'est Guillaume Tanon, avec qui Ok. j'ai suivi des formations et à l'époque, on correspondait un petit peu, qui était, voilà, c'est un entraîneur, c'est pas un kiné, mais Mhm. la simplicité du personnage, malgré le niveau voilà, qu'il couvre, et aussi cette passion qu'il donnait. En fait, voilà, je me suis dit, ce monsieur est quelqu'un d'inspirant, je voudrais ressembler à lui. Ouais. J'ai un entraîneur dans l'e-sport qui s'appelle Marc Grandjean, et ça c'était plutôt, c'est un ami qui aujourd'hui est malheureusement décédé, mais voilà, les codes du sport que je ne Mhm. connaissais pas. Ouais. Et en tant que tu sois coach, que tu sois membre d'un staff ou kinésithérapeute, et lui, bah, il m'a appris beaucoup sur la vie du sportif parce qu'il était entraîneur de tennis professionnel, que ce soit en valide ou non valide. Et lui, voilà, il m'a inspiré beaucoup. Et moi, je reste un grand inspiré de Blaise Dubois, Ouais. que je ne connais pas personnellement, mais qui est quelqu'un, voilà, moi je trouve son parcours inspirant Mhm. et son transfert de connaissances inspirant. Voilà. Ok, ouais. Ouais, Donc, Blaise plus Dubois, des il est super. personnes que des livres ou que voilà, vraiment des Mhm. personnes, et ce sont des personnes passionnées, en fait. Ouais, Donc, c'est ça. Bah, des personnes passionnées comme toi aujourd'hui. Donc, au final, le transfert, c'est bien fait de l'un à l'autre. Et, j'espère. et ouais, donc c'est vraiment ces rencontres humaines plus que tel article ou tel livre que tu as pu lire, quoi. C'est vraiment avant Tout à tout ce fait. rapport humain et Ouais, cet échange. tout à fait. C'est vraiment ça. Ce sont des personnes qui m'ont donné l'envie d'aller plus loin et qui m'ont, peut-être consciemment ou inconsciemment, me donné l'envie de me dépasser, voilà, Ouais. dans les connaissances. Donc voilà, je les remercie grandement, en tout cas. Ok. Je leur en suis reconnaissant. Ok, bah c'est Ouais. toujours hyper inspirant. Ben, je te remercie en tout cas parce que là, tu nous as déjà C'est moi accordé qui te 40 plus remercie. plus de 45 minutes, c'est déjà magnifique. Ouais. Mais voilà, on te remercie, ici parce que voilà, c'est vraiment c'était aussi important pour nous que tu viennes un petit peu aussi discuter de ça, de ce handisport qui est, comme on l'a dit au début du podcast, encore, pas assez popularisé et je Mm. pense que c'est en faisant comme ça des podcasts, en parlant, en interviewant des gens passionnés comme toi, que les choses peuvent avancer aussi à ce niveau-là et qu'on ait peut-être moins, même parfois peur un peu du handicap et qu'on vise plutôt à l'accompagner plutôt qu'à se dire: «Ouh c'est inconnu, je connais pas trop, Mm. comment faire?» Donc voilà, vraiment on te remercie d'être venu, c'était vraiment super intéressant Moi, et je te remercie aussi. Je te remercie et je vous félicite tous, hein, toute votre équipe, pour tout ce que vous apportez, tout ce que vous faites, parce que ça aussi, c'est de l'inspiration. Donc, félicitations à vous et merci. ah bah, écoute, avec grand plaisir, c'est le but aussi, c'est que ça serve au plus grand nombre et bah, écoute, je te dis à la prochaine. Peut-être que tu reviendras sur Full Physio pour une masterclass vu que tu en avais fait une sur le dry Oui, needling, oui. sait-on jamais, hein? La le dest Ben, avec plaisir, hein, avec plaisir. Mais il y a tellement de bons contenus que c'est difficile après de retrouver des bonnes. Vraiment, voilà. On va attendre une nouveauté, hein, on va attendre une nouveauté. Ça va. Bah, écoute, je te souhaite une très, très belle journée et À puis, toi ben, aussi. on se revoit, très, très bientôt. Salut Salut Augustin, Fabien. merci. Salut, ciao, ciao. Salut. Ah et avant que tu partes, voilà un petit message simplement, beh, pour te remercier, pour vous remercier parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà pour votre soutien parce que si vous êtes en train d'écouter, ce petit message, affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail et donc voilà, ça va être un petit peu bateau mais si, on peut vous demander encore une chose, c'est
simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui, quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao, ciao.